Je ne te permets pas de me vous voyez. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffira. Ça va, ça suffira. Bien le bonjour, bien le bonsoir, l'Instant Pur Cinéma, le podcast cinéma de Cholet reçoit aujourd'hui le réalisateur du film Athos, en la personne de Mathieu Giombini, à l'occasion de la sortie du film au cinéma le 25 février. Mathieu, salut, comment ça va ? Ça va très bien, très excité de cette sortie qui arrive là dans quelques semaines maintenant, après une si longue période de travail sur le tournage. Un an à passer au sein de la patrouille de France, beaucoup sur la base de Salon de Provence pour les entraînements hivernaux, et puis ensuite de continuer à les suivre pendant la période des meetings, et voilà, puis toute la post-production derrière à gérer. Et enfin, on peut présenter ce film qui commence à avoir quelques dates d'avant-première là, depuis le 24 janvier. On a pu présenter, on tenait vraiment à ce que cette première avant-première soit dans la région de Salon-de-Provence, donc la région marseillaise, pour pouvoir le proposer en tout premier lieu aux familles, aux pilotes évidemment, mais aux mécaniciens, à tous les membres de l'unité de la patrouille de France, qui puissent en profiter comme premier spectateur, quoi. Voilà, ça nous tenait beaucoup à cœur de pouvoir faire ça. On est donc actuellement en amont de la sortie, les premières avant-premières, tu en parlais, ont été effectuées un peu partout en France, et d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, la venue d'anciens pilotes de la PAF, donc PAF, acronyme de la Patrouille de France. Comment tu te sens justement à quelques encablures de la sortie de ton film ? Ça y est, le plus dur est passé, j'ai envie de dire. Souvent, on fait la comparaison avec mettre un bébé au monde, quoi. C'est vrai, c'est un peu ça. C'est un peu livrer tout d'un coup le fruit d'un travail assez lourd et assez conséquent et très long. Et maintenant voilà, pour qu'il ait sa propre vie. Et c'est vrai que c'était une période assez. J'étais pas anxieux, mais j'étais vraiment voilà, en attente et de voir un peu ces gens et de voir la réaction des personnes qui allaient pouvoir voir ce film pour la première fois. En plus, dans des très bonnes conditions, vraiment dans des conditions IMAX, il a été vraiment tourné pour ça. Euh, et vu que voilà, je suis beaucoup moins anxieux, évidemment, j'espère que le film va marcher en salle, mais beaucoup moins anxieux parce que les retours sont dingues et sont très 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 positifs, que ce soit de la part des membres de l'unité de la patrouille de France qui m'ont tous plus ou moins dit que le travail et le job était fait, quoi, que vraiment on avait réussi, je vais pas dire jeu à chaque fois, on avait réussi à vraiment bien s'intégrer et retranscrire assez fidèlement ce qui se passe au sein de cette unité. Donc voilà, dont on a montré un peu les arcanes, un petit peu le mode de fonctionnement et aussi ne pas se contenter de filmer de la carlingue d'avion, même si c'est magnifique à regarder, des arabesques dans les ciels français, le grand drapeau bleu, blanc, rouge qui se déploie un peu partout. Mais voilà, derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes qui travaillent, qui ont une passion, qui ont un investissement, qui ont un engagement absolument dingue. Et c'était aussi essayer de leur rendre honneur et d'être fidèle à leur engagement, notamment au sein de l'unité de la patrouille de France. Un documentaire événement, Pâté Live, qui sort, tu l'as dit, en format premium dans les salles IMAX. Comment naît ce projet fou, un documentaire sur la PAF qui est diffusé en IMAX, très loin des canaux traditionnels, et notamment pour le documentaire? Comment il naît ce Ce projet ? projet est né d'une volonté de la productrice, Isabelle Dagnac, qui avait cette idée de faire un documentaire sur la patrouille de France. Et lors d'un rendez-vous avec IMAX, un rendez-vous de travail, elle leur a proposé ce film. Et c'est vrai que la patrouille de France est une des rares patrouilles connues dans le monde entier, contrairement à d'autres qui sont un peu moins mises en avant, on va dire. La patrouille de France, elle a une énorme réputation pour la beauté de son show aérien. On appelle ça une démo. Voilà, c'est un spectacle grandiose à voir et donc qui dépasse nos frontières. Et IMAX, donc cette énorme euh, société dont on connaît évidemment la taille des écrans, le son de dingue dans les salles, a dit, ben, Banco, nous, ça nous intéresse en fait de travailler avec vous pour pouvoir faire ce film. Donc ce projet de documentaire, entre guillemets, je n'allais pas dire franco-français, mais voilà, tout d'un coup devient un projet assez dingue. C'est le premier documentaire coproduit par IMAX en France. Il n'avait jamais fait ça. La spécificité de tourner pour IMAX, tout d'un coup, en fait, a donné à ce documentaire plusieurs choses.
des contraintes techniques assez dingues. Voilà. On ne tourne pas en IMAX comme on tourne pour une web série, par exemple. Voilà. Je sais que c'était un choix, comment dire, assez fou que de se dire on va réussir à se rendre invisible, être au cœur de la patrouille de France avec du matériel aussi imposant. Et en même temps, ça permet quand même d'aller toucher peut-être un autre public. Et c'est en ça que le projet était aussi un petit peu différent, c'est que ce film, je l'ai vraiment pensé comme un film sur les émotions, un film de cinéma, et non pas juste enfin, un objet contemplatif d'images sur des avions. Encore une fois, c'est magnifique hein, de les regarder. Il y a beaucoup de Français qui se déplacent pendant la saison des meetings pour aller les voir. J'en ai pu faire quelques-uns. Je crois qu'à Trouville, il y avait 70 000 personnes sur la plage. Enfin, c'est quand même assez dingue. Et voilà, des gens qui se déplacent, même quand le temps n'est pas au beau fixe. Ma volonté, c'était vraiment d'essayer de faire traverser le spectateur par des émotions. Je pense que le cinéma, à la base, il est fait pour ça. Raconter une histoire qui est véhiculée évidemment par des émotions positives, joyeuses, parfois un peu plus difficiles, comme il y en a dans le film aussi, et d'essayer donc de retranscrire fidèlement et avec respect tout ce qui s'est passé pendant cette saison C'est 2025. ça, la PAF qui fait rayonner la France, la culture de la France et qui voilà, se déplace notamment pour la venue de Tom Cruise au Festival de Cannes il y a quelques années où ils étaient passés au-dessus du palais des festivals, mais également pour l'événement du GP Explorer de Squeezie. Justement, c'est un projet qui demande quels sacrifices, quels engagements, quelles immersions peut-être pour appréhender cet univers et te sentir prêt à tourner ce film. Est-ce qu'on est prêt à tourner un film pareil? Je ne suis pas sûr. L'envie me prend le dessus, en fait, très vite. Dès le départ, en fait, quand Isabelle me contacte pour ce film sur la patrouille de France, il y a deux choses qui se passent. À la base, je suis chef opérateur, directeur de la photographie dans le cinéma, dans le documentaire. Je viens de l'image, entre guillemets. Et ce que j'imagine, évidemment, ce sont les avions. Je suis complètement honnête avec toi. Vraiment, ce que j'imagine, c'est la beauté de ce que je vais pouvoir aller filmer. J'imagine en plus que on va essayer de pouvoir mettre en place des prises de vue, ce qu'on appelle en air-to-air, donc des prises de vue aériennes, donc autre chose que de les filmer depuis le sol, euh, et de les mettre donc que sur un fond bleu ou sur un fond blanc nuageux si jamais le ciel est pas au beau fixe. Mais ça, c'est un peu ce qu'on voit de manière générale. Évidemment, euh, très vite, je me suis dit, ah, ça va être génial, on va essayer de pouvoir mettre en place des dispositifs pour pouvoir les filmer depuis au-dessus ou à hauteur. Et déjà, rien que ça, c'est une excitation extrêmement grande. La deuxième chose, c'est qu'il y a le petit enfant en moi qui se souvient que, à un moment de ma vie, quand j'étais enfant, évidemment, j'ai dû dire à mes parents, bah, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? C'est pilote, quoi. Pilote d'avion, voilà, j'avais ce rêve, comme je pense des milliers et des milliers d'enfants ont pendant leur enfance, quoi. Et c'était pour moi peut-être un moyen d'aller toucher un peu ce rêve que je n'ai pas pu faire. Je, me- je- enfin, je vis très bien sans le fait d'être pilote. J'adore mon métier de chef opérateur. Mais voilà, il y a cette envie en fait qui a été primordiale et qui a vraiment pris beaucoup de place en fait au départ. Mais c'est vrai qu'une fois on réfléchit en fait au film ensuite que l'on veut essayer de tourner et à celui qu'on veut faire, bah, on est un peu dépendant des moyens et des gens qu'on va rencontrer. Les moyens, ok, on va aller apparemment IMAX coproduit le film, on va avoir quelques moyens. On s'est assez vite rendu compte que quand même ces moyens vont quasiment tous aller dans la technique, à savoir des caméras qui ont une résolution de dingue pour pouvoir être diffusées sur des écrans aussi larges que ceux d'IMAX. Donc on ne met pas n'importe quoi comme optique sur ces caméras-là. Il faut des optiques avec une grande définition elles aussi. Tout ça ne serait-ce qu'un poids en fait. Donc il faut du, du matériel assez lourd pour pouvoir juste poser les caméras. Donc voilà. Donc en fait tout ça, au final, c'est vrai qu'une grande partie des moyens de ce tournage et de ce film sont aussi dans la technique, sont donc dans le choix des caméras, le choix des optiques, les têtes, les pieds, etc. Et aussi beaucoup en post-production. Tu imagines bien que
une caméra qui tourne en 8,6K, c'est-à-dire, je crois que d'après mes calculs, c'est quelque chose qui est à peu près 16 fois plus défini que de la HD en post-production. Et sur la gestion des rushs, évidemment, il faut énormément, énormément de Tera. On en est à dépasser, enfin, on est à plus de 100 Tera, 200 Tera, peut-être 300 Tera, je ne sais plus, un chiffre assez hallucinant de gestion derrière en post-production. Évidemment, tout ça, évidemment, demande des ressources humaines et financières pour pouvoir gérer tout ça. Un nombre d'heures de tournage, c'est dingue, donc évidemment, c'est assez complexe. Et puis ensuite, il y a voilà, la rencontre avec l'unité de la patrouille de France. Et une de mes premières agréables surprises, c'est que, un, ils étaient totalement investis sur ce tournage. Pour eux, évidemment, comme tu le disais, leur unité, c'est le rayonnement. Et le rayonnement, c'est de promouvoir l'image de l'armée d'air et de l'espace. Et donc, une fois qu'ils avaient, entre guillemets, signé un accord, je ne sais même pas comment ça s'est passé, mais voilà, un partenariat, un accord de nous accepter sur la base, et ben voilà, les portes étaient, entre guillemets, grandes ouvertes. Évidemment qu'il y a plein de portes qui me sont restées fermées, et c'est normal, c'est l'armée. Mais celles pour lesquelles on faisait des demandes, la plupart du temps, elles ont été grandes ouvertes et évidemment, ça tient aussi aux gens et aux personnes qui sont actuellement à la Patrouille de France, qui veulent bien que j'arrive avec des caméras, parfois avec une équipe et pas tout seul. Voilà, un petit peu leur mettre les caméras sous le nez et les impacter un tout petit peu parfois aussi dans leur, euh, dans leur journée d'entraînement, dans leur meeting, etc. Voilà, m'octroyer un petit peu de temps en temps. Dans le film, ils le disent régulièrement, c'est un TGV, la patrouille de France. Hein, voilà, une fois que c'est parti, c'est un rythme infernal. On ne s'arrête jamais. Il y a 2 vols par jour, il y a 2 sessions de sport par jour. À chaque vol, il y a un briefing d'abord, puis un débrief. C'est 5 fois par semaine, quoi. Voilà, donc c'est vraiment une routine, avec un rythme effréné tout au long de l'année. Et voilà, moi, il fallait que je réussisse à me faire tout petit là-dedans, alors que ma caméra était plus grosse que moi, quoi. Mais voilà, c'était le grand défi de ce tournage, mais qui a été voilà, une aventure extraordinaire à vivre. Athos, j'ai 2,7 en diamant. Top. Vierge à droite, j'ai 3 unités pour une Apache. Go. Stabilise. On y va. Boucle. 4 pile 5. 1, 5. Je rends du trim. Et tourne à gauche. En diamant blanc, top. Je rends du trim. Cadence, cadence bien, cadence encore, cadence mieux, cadence plus, cadence toujours. La fumée, top. Un vol en Alpha Jet, c'est énormément de préparation, de concentration, de technicité, de maîtrise. Justement, Mathieu, pour toi, lors du tournage, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu stresses ou est-ce que tu es dans le même état d'esprit que eux, très concentré dans ce que tu fais? Comment ça se passe? En fait, j'ai eu cette impression, je suis allé les voir avec la productrice Isabelle Danac, qui est aussi autrice hein, de ce documentaire. On est allé les rencontrer lors de la saison précédente. On a passé un week-end avec eux, d'abord sur la base, puis on les a suivis en meeting. Et on a pu assister voilà, à une journée de préparation de vol. Alors, c'était donc pas de l'entraînement, c'était du meeting, mais de voir un petit peu quelle était cette mécanique et ces parties si spécifiques au vol de la patrouille de France. Et effectivement, on a pu assister à ce qu'on appelle un briefing. C'est dans cette partie de la journée où ils prennent tous les éléments de vol, la météo, tout ce qu'il y a à savoir sur la sécurité, évidemment. Et puis aussi, il y a ce moment qu'on appelle la musique, qui est un moment un peu incroyable à vivre en tant que spectateur. Tout le monde est dans la même pièce, c'est le silence, et on voit le leader qui commence à annoncer des termes et des formations qu'au début je ne comprends absolument pas, évidemment, je découvre tout ce monde-là. Et je vois donc 8 pilotes, le leader et aussi donc les 7 pilotes qui l'accompagnent lors des démonstrations, effectuer avec leurs mains, avec leurs doigts, des gestes, tous ensemble, hyper synchronisés. Une sorte de sacralité du moment. On nous a bien prévenus, nous, spectateurs, on est un peu triés sur le volet, évidemment, pour pouvoir assister à ça.
On n'a pas le droit de bouger, les téléphones sont en mode silencieux, voilà. Et tout d'un coup, on comprend qu'en fait, effectivement, ils sont en mentalisation du vol qu'ils vont faire dans l'heure qui suit. Donc rien n'est laissé au hasard. Ils sont en train, un peu comme on a déjà vu ça, je crois, sur des courses de Formule 1 Ouais, tout à fait, ouais, les pilotes qui se refont le ouais, circuit. quelqu'un à ski qui prépare sa descente. Voilà, on les voit fermer les yeux, faire des gestes, etc. Voilà, c'est à peu près c'est le même concept. Et en fait, c'est à ce moment-là que moi que j'ai pris toute la mesure, entre guillemets, non pas de la spécificité de la chose, mais de la concentration absolue qu'il faut avoir, du nombre de répétitions qu'ils ont dû faire ensemble pendant les 6 mois qui ont précédé cette expérience pour moi. C'est quelque chose de vraiment qui est d'une méticulosité et d'une précision dingue. Et c'est vrai que petit à petit, à force de pouvoir assister à ces musiques, à ces moments de briefing notamment, j'ai commencé à comprendre des termes, à comprendre pourquoi c'est fait dans tel ordre, etc., etc. Et plus le tournage avançait, plus je comprenais, évidemment. J'ai eu aucune formation, moi, à la base, hein, en aéronautique, en termes, voilà. Et plus je comprenais, plus j'étais admiratif de les voir évoluer. Vous savez, tous les ans, il y a 3 nouveaux qui rentrent à la patrouille de France. Et ces 3 nouveaux, comme c'est dit à un moment donné dans le film, doivent tout réapprendre. Ce sont des pilotes de chasse qui sont tous chefs d'escadron, qui ont le grade le plus haut possible en tant que pilote, et qui tout d'un coup mettent un peu tout ça de côté parce qu'on va leur demander de voler en formation à 8, ce qui n'arrive jamais en fait en escadron opérationnel. Ça arrive de voler à quelques avions, mais jamais à 8, et évidemment jamais de faire ce qu'on appelle des barriques ou des tonneaux ou des boucles évidemment synchronisées. Enfin voilà, c'est pas fait pour ça un avion de chasse. Et là, donc, ils doivent réapprendre à se synchroniser, non pas à un, à deux, à trois, mais à 8 avions, et réussir à faire des vols à plus de 500-600 km/h, à moins de 2 mètres les uns des autres, tout en faisant un looping, quoi, ce qu'on appelle un looping. Moi, je connaissais le terme. Donc, euh, donc c'est vrai que il y a eu cette étape de compréhension et au mieux je comprenais, au mieux j'avais l'impression que je savais comment les filmer. Je savais à quel moment ça allait, à quel moment le leader allait entamer quelque chose, à quel moment les pilotes allaient suivre avec leurs mains, avec leurs gestes. Mais ça, c'est que pour la musique, mais c'est devenu aussi évidemment pour à peu près tout d'une journée normale d'entraînement de la saison hivernale sur la base de Salon-de-Provence où je comprenais à quel moment et pourquoi ils allaient faire ceci, ils allaient faire cela. Et en m'intéressant pas seulement aux pilotes, mais aussi évidemment aussi aux mécaniciens, aux mécaniciennes de la patrouille, et d'aller les voir et les rencontrer et essayer de comprendre quelles étaient de leur côté leurs prérogatives, leurs besoins, leurs problématiques personnelles aussi. Voilà. La patrouille de France, c'est la seule unité en France où il y a des avions de chasse. L'Alpha Jet est un avion de chasse où le pilote ne fait pas le tour de l'avion avant de monter dedans. Tous les pilotes de Rafale, de Mirage, avant de monter dans un avion, font le tour de l'avion et regardent, voilà, si tout va bien, quoi, voilà. Place à la séquence express. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. La réplique de film que tu pourrais citer par cœur. J'en ai une, c'est Shoot Shoot Don't Talk. Voilà. C'est, comment il s'appelle Eli Wallach, je crois, dans Le Bon, la Brute et le Truand. Un cinéaste, acteur ou une actrice qui te fait aller voir son film les yeux fermés. Paul Thomas Anderson. Le premier film que tu aies vu au cinéma. L'ours de Jean-Jacques Hano. Un film que tu aurais aimé découvrir sur grand écran plutôt que chez toi. Top Gun, je vais dire. Alors, notre entretien peut-être me fait aller vers là, quoi. Mais c'est vrai que Top Gun, j'ai malheureusement découvert à la télévision. Voilà, donc j'adorais le regarder en grand écran. Et je crois que j'aurais eu d'ailleurs l'âge, parce qu'il est sorti en 86, je crois. Donc j'aurais eu juste 10 ans. Donc potentiellement, j'aurais peut-être pu le voir en grand écran à sa sortie, quoi. Voilà, ça aurait été ça. Le film où quand tu le vois, tu te dis « Merde, j'aurais adoré participer à ça ». Glass Boat.
Tu Ouais, film de sais? sous-marin, ouais. Exactement. On va changer d'univers, je vais t'amener dans le mien. Donc, popcorn sucré ou salé? Euh, Sucré. Le plat que tu rates à tous les coups. L'ossobuco. Au contraire, le plat que tu cuisines le mieux. Alors j'en ai deux. Il y en a un, c'est pas un plat, mais c'est une spécialité. Je fais le meilleur tiramisu du monde. Oh, oulala, oulala, attention, attention. Mon dessert préféré, attention. Il faudra que je te le fasse un jour. Et, et je suis très ancré dans mes origines niçoises. Et on a quand même pas mal de spécialités. Et j'adore faire la pissaladière. Ton pire souvenir culinaire. Mon pire souvenir culinaire, je vais parler d'un tournage en général, si tu veux bien. C'est un film que j'ai tourné au Bangladesh il y a 2 ans et demi, qui s'appelle Sand City, pour deux raisons. Je sais pas comment font ces gens pour manger aussi épicé. C'est très, 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 très dur. Enfin, j'ai même vu des Bangladais pleurer tellement c'est épicé. Donc, t'imagines si moi j'avais goûté là. Donc, j'ai mangé des pommes et des pâtes à l'huile pendant 8 semaines. D'un moment, ça fait. Et voilà, on a très, très, très envie de manger français ou italien ou autre chose. Mais ça avait été un tournage un petit peu compliqué en termes de souvenirs culinaires, comme tu dis. Ouais. Ton plat préféré. Mon plat préféré, bah, pareil, hein, je suis désolé, je vais retourner dans les spécialités niçoises. Enfin, j'hésite, il y en a quand même pas mal. Moi, les petits farcis niçois, moi, ouais, ça me va très très bien. On le sait grâce au podcast Séance Tenante que je salue, voilà, le podcast des cinémas pâtés. Avatar Fire and Ash, c'est plus de 8 millions d'entrées en France, dont 1 million exclusivement dans les salles premium de chez Pathé, à savoir donc KDX, IMAX et Dolby. C'est quel rapport pour toi, Mathieu, les salles premium, justement, dans ton appréciation d'un film? Quand on fait un film, il est fait pour être vu. Et quand on fait un film, en tout cas, c'est comme ça que je pense le cinéma. Il est fait pour mettre le spectateur dans les meilleures conditions possibles d'immersion, quel que soit le film, que ce soit un film avec tout petit budget qui se passe dans des petites pièces, etc., ou un film gigantesque avec des moyens de fou, avec des VFX, etc. Dans tous les cas, le cinéma est là pour véhiculer, je te l'ai dit tout à l'heure, une narration et des émotions pour moi. Et c'est vrai que certains films, peut-être un peu plus que d'autres, pourraient se prêter à une image encore un peu plus grande, un son encore plus réparti. Je pense pas que ça serve à grand-chose euh, d'aller voir un film complètement intimiste, minimaliste, dans une chambre qui n'est pas filmée pour ces conditions-là, sur un immense écran avec un son de dingue. Mais par contre, cette même histoire, dans ces mêmes décors, si le cinéaste qui le fait pense à tout ça, alors il pourra proposer au spectateur une expérience visuelle, sensorielle superbe. Et donc, je trouve qu'il y a des films, lorsqu'ils sont pensés pour cela et lorsque ça fait partie vraiment de l'intégration de la mise en scène, en fait, c'est important d'aller vivre dans ces salles-là. Évidemment, un bon film peut se regarder n'importe où, n'importe comment. Un bon film va toujours réussir à nous prendre par le jeu de ses comédiens, par sa mise en scène, par ses effets, par la musique originale géniale qui a été créée, etc. On peut toujours tomber, même sur un tout petit écran d'iPhone, amoureux d'un film. Il n'y a aucun problème avec ça, parce qu'encore une fois, c'est l'émotion et la narration qui priment. Mais c'est vrai que certains films, parce qu'ils ont été aussi pensés pour ça, euh, permettent aux spectateurs d'aller le vivre d'une manière différente et d'aller en prendre plein les yeux, plein les oreilles, et que ça permet en fait de découvrir le film d'une autre façon, de le vivre une première ou une deuxième ou une troisième fois donc d'une manière différente. Et je pense que vraiment ça vaut le coup lorsque ça fait partie vraiment inhérente de comment ce film a été pensé. Donc tous mes amis et à toute ma famille, je leur ai dit, s'il vous plaît, ce film, allez le voir dans une bonne salle. Regardez-le autant de fois que vous voulez ensuite derrière, mais allez le découvrir vraiment dans une salle qui va vous permettre d'avoir une image de grande qualité, un son de grande qualité, parce que le film a vraiment été tourné techniquement pour cela. Et qu'en post-production, beaucoup d'étapes aussi ont pris en compte le fait qu'il voilà, il allait être diffusé dans des salles magnifiques avec des écrans géants et un son Atmos ou un son IMAX, voilà, pour lequel on a beaucoup travaillé aussi. Ouais. C'est peut-être la meilleure réponse à la question pourquoi est-ce qu'il faut aller voir le film Athos au cinéma. Et pour rappel, Athos au cinéma le 25 février. Mathieu, merci infiniment pour ton temps, merci de t'être prêté au jeu. Je te souhaite le meilleur, bonne continuation et je l'espère à très bientôt.
Merci à toi et à très vite. J'espère te croiser un jour, soit en meeting, soit dans un cinéma. Carrément, au resto. Je t'invite quand tu veux. Je t'amènerai mon tien, Miss. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.